مساء الخير وبونسوار ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيجيني توك. Ce soir, je reçois Ahmed El-Khannous, député bruxellois et échevin de la commune de Molenbeek. C'est un député et un homme politique CDH, le Centre démocrate humaniste. Voilà, c'est Ahmed, salam alaikum. Alaikum salam, monsieur Tijini. Alors, Ahmed, vous êtes député échevin de la commune de Molenbeek, la fameuse commune de Molenbeek. Maintenant, ces derniers temps, tout le monde en parle. D'abord, vous êtes échevin de quoi? Je suis échevin de l'emploi, de la jeunesse, de l'économie sociale et des relations internationales. Alors, ce qui s'est passé à Molenbeek dernièrement, après le contrôle d'une femme qui portait la burqa et l'intervention du fameux groupe Sharia for Belgium, quelle est votre propre lecture en tant qu'homme politique du CDH? CDH, c'est le centre... Humaniste démocrate. C'est un parti de droite, de gauche? De centre, comme son nom le précise. Centre droit, centre gauche? Traversé par différents courants, je dirais, et un parti qui arrive à faire le consensus entre tous ces courants qu'on peut retrouver au sein de ma formation politique. Alors, quelle est votre lecture, votre parti, de ce qui s'est passé à Molenbeek? D'abord, ce n'est pas une lecture de mon parti, c'est une lecture d'Ahmed El-Khannous, qui est mandataire local. Donc, vous l'avez rappelé, je suis échevin à Molenbeek. Je suis aussi député régional, mais en tant qu'échevin, bien évidemment, j'ai été extrêmement déstabilisé par ce qui s'est passé, d'autant plus que, à la base, c'était un contrôle d'identité qui a débuté à Jette. Et pour des raisons de refus d'obtempérer de la personne qui a été contrôlée, elle a été emmenée au commissariat à Molenbeek. Et là, je ne prononcerai pas sur ce qui s'est passé parce qu'il y a deux versions. Il y a deux versions qu'on retrouve. C'est d'abord celle de la personne concernée qui prétend avoir été malmenée par la police. Je ne vais pas rentrer dans les détails, elle dit qu'elle a été déshabillée, qu'elle a été traînée dans le commissariat, etc. Et puis vous avez la version policière qui dit la chose suivante. Rappelez quand même que nous avons deux policières, deux inspectrices qui sont intervenues, dont une est belgo-marocaine, et qui ont demandé à cette femme de pouvoir décliner son identité. Elle a refusé et sur base de ce refus, elle a été emmenée au commissariat. Et là, une des policières a apparemment voulu lui retirer, non pas la burqa, mais le niqab, et il y aurait eu un échange de coups qui aurait été donné. Je rappelle quand même qu'une inspectrice a eu le nez cassé et une dent cassée. Et donc, il y a eu comme des faits de violence graves. Et suite à ces événements-là, il y a un groupuscule qui a mené quasi, je pourrais appeler ça une opération commando, et ils ont attaqué le commissariat. Suite à cela, il y a eu une intervention policière, ils ont réussi à prendre la fuite, mais, chose très grave, ils ont diffusé des SMS, disant que cette fille a été victime des excès que j'évoquais tout à l'heure, ce qui a provoqué bien entendu les événements qu'on connaît et que je déplore, c'est-à-dire un attroupement de jeunes qui s'en sont pris au mobilier public, mais aussi aux biens privés. Vous étiez sur place donc ce soir? Effectivement, j'étais sur place durant les différents jours où il y a eu, ce ne sont pas des incidents très graves, mais quand même qui ont attiré l'attention de l'opinion publique et de la presse, et qui, une nouvelle fois, donné une image extrêmement négative de ma commune, ce que évidemment je déplore, parce que à côté de ces événements que je pourrais vraiment qualifier de mineurs... Alors d'abord, donc c'est une question de contrôle de routine. Une femme qui portait la burqa est interdite. Donc déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette loi qui interdit la burqa? Je vais vous dire, donner deux lectures. D'abord, ma lecture personnelle. Moi, j'ai évidemment déploré cette législation fédérale qui visait à interdire aux personnes de dissimuler le visage. Pourquoi je l'ai déploré? Parce qu'il faut remonter à la genèse de cette législation. Le débat a commencé en France, et on sait très bien pourquoi le débat a commencé en France. C'est à la suite d'une affaire politico-financière où on parle de corruption, la fameuse affaire Karachi-Gate. Et donc, pour détourner l'attention de l'opinion publique, on a on a allumé un contre-feu en créant ce faux débat quand on sait qu'en France il y avait 200 ou 300 femmes qui portaient le niqab. On est arrivé avec un débat national très stigmatisant pour la communauté musulmane, avec comme conclusion une loi, et on sait très bien que la Belgique... Mais en soi, donc vous êtes pour ou contre cette loi? Donc le contexte du vote de cette loi, moi, petite personne, me pose problème. D'autant plus, et c'est là la deuxième raison, c'est que nous étions dotés de règlements communaux. Molenbeek possède un règlement de peu plus d'un siècle qui interdit à toute personne se trouvant sur l'espace public de dissimuler son visage. Et avec ce règlement, on pouvait très bien gérer l'ordre public, parce que c'est une question d'ordre public, pouvoir savoir qui se cache derrière ce niqab. Je crois qu'il est important. Et moi, je prends, si vous permettez, peut-être qu'il fallait une loi plus explicite, parce qu'on a constaté qu'il y avait de plus en plus de femmes qui portaient la burqa. Et certaines communes étaient un peu plus laxistes dans l'application de cette loi. Donc peut-être qu'il fallait une loi un peu générale
fédéral mais je crois que les pouvoirs d'interdiction, non? Je crois que les pouvoirs de tutelle, la région bruxelloise, la région wallonne et la région flamande en France auraient pu obliger les communes à voter ce type de règlement. Simplement, un exemple concret des conséquences que peuvent avoir donc le fait qu'une dame dissimule son visage, pardon. Je prends l'exemple d'une école communale qui se trouve sur ma commune. La directrice me dit, Monsieur Elkanous, j'ai 4 mamans qui viennent avec le visage dissimulé, j'ai toujours peur parce que je ne sais pas quels sont les enfants qui vont être récupérés par ces mamans. Donc il y a une question vraiment de sécurité et de responsabilité. Et donc par rapport à... Donc vous êtes pour l'interdiction? Mais je crois que dans notre situation, pour des raisons de sécurité et des raisons de convivialité, je suis face à deux sentiments. D'abord, je suis très, très attaché aux libertés individuelles. Et vraiment, et je le dis sans contrainte, pouvoir permettre à tout un chacun de vivre librement, c'est fondamental dans notre société. Et d'un autre côté, il y a la question de sécurité et la question de vivre ensemble. Et donc je suis partagé par rapport... Mais certains disent, OK pour les libertés individuelles, mais pas au détriment des valeurs de notre pays. Et donc manifestement, les femmes qui portent la burqa pour ce courant-là portent atteinte aux valeurs de notre pays. L'égalité entre femmes, l'émancipation de la femme. Qu'est-ce que vous dites quand une femme vous dit je le porte librement et que réellement elle le porte librement? Qui nous sommes-nous pour lui interdire de choisir de s'habiller de cette manière-là? Pour autant qu'elle le porte librement. Ça, c'est la question que je pose. Et donc vous êtes tiraillé entre ces deux? Moi, je suis tiraillé entre cet attachement à la liberté individuelle et surtout ce pourquoi j'ai milité depuis très longtemps, c'est le vivre ensemble, c'est que les communautés se parlent, c'est que les communautés puissent construire ensemble quelque chose pour l'avenir de leur quartier, l'avenir de leur commune, l'avenir de leur pays. Mais effectivement, c'est tenu... pour moi, est un mur au niveau de la communication. Et donc, voilà, j'ai ce sentiment partagé. Alors, vous demandez aux gens aux femmes, par exemple, qui portent la burqa, de respecter la loi, l'interdiction de la burqa, ou bien vous leur dites qu'ils restent libres de la porter ou pas, malgré cette loi d'interdiction? En tant que citoyen, en tant que mandataire, je suis dans l'obligation de dire, évidemment, que ça nous plaise ou pas, nous nous battons sur le plan législatif dans le cadre de débats d'idées, nous sommes d'accord, pas d'accord, puis il y a un cheminement qui se fait, on aboutit à un résultat, ici un résultat très concret, il y a une loi, et tous les citoyens qui vivent dans ce pays, qui acceptent de vivre dans ce pays, ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs, et un de nos devoirs, c'est de respecter entre autres la législation, entre autres cette loi qui pose problème à certains. Et puis il y a ce groupe Sharia for Belgium, qui appartiennent à cette mouvance extrémiste de l'islam radical et qui sont venus manifester devant le commissariat de votre commune. Tout à fait. Ce groupe, je crois qu'on va pas leur faire de la publicité, mais ils sont en grande partie responsables des événements qu'on a connus dans notre commune. Non seulement les dérapages qui ont eu lieu, les débordements, mais aussi, et c'est beaucoup plus grave, ce sont ces discours de haine qu'ils véhiculent, le fait de vouloir monter les communautés les unes contre les autres, le fait de... vous savez, pour quelqu'un... je rappelle quand même mon parcours, j'ai été militant actif pour l'égalité entre les communautés, pour la lutte contre la discrimination, la lutte contre le racisme. Entendre ce genre de discours où on dit, on pointe du doigt une autre communauté qui est quand même la communauté dominante dans ce pays, qui nous a accueillis, qui a accueilli nos parents et avec lesquels on doit construire un avenir, oser leur dire vous êtes inférieurs à nous. Finalement, j'ai l'impression d'entendre l'extrême droite fasciste s'exprimer, et donc on ne peut évidemment en tant que démocrate que condamner ces propos avec la plus grande fermeté. Et je rappelle qu'on est dans un pays où il y a quand même des lois qui existent, et ces lois doivent être appliquées à tout un chacun qui dépasse la ligne rouge, celle du rejet des autres et celle de la haine. Il y a beaucoup d'observateurs belges qui dénoncent le laxisme de l'État, parce qu'ils trouvent que l'État est trop indulgent, très tolérant vis-à-vis de ces groupes extrémistes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je ne crois pas. La preuve, c'est que le leader de cette formation, de ce groupe, qui, je rappelle, représente grosso modo 45 personnes, hein, donc c'est une toute petite minorité très visible, certes, parce qu'elle a fait parler d'elle à travers les médias, à travers les actes qu'ils ont posés, mais la preuve, c'est que le leader est en prison aujourd'hui, donc on ne peut pas parler de laxisme. Je crois qu'il a franchi la ligne. Oui, mais il a fallu en arriver là, quoi. Oui, d'autant plus, c'est vrai que moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand je me suis intéressé... Le leader, apparemment, il est condamné, il a plusieurs condamnations sur le dos, il n'y a aucune condamnation qui n'a été appliquée, donc voilà. Il y a des recours via les tribunaux. Je crois que nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique où il y a une justice indépendante, et donc il y a des procédures qui étaient en cours dans le cadre d'appel. 14 condamnations. C'est ce qui est repris dans la presse. Je ne connais pas le curriculum vitae de cette personne, mais en tout cas, ce que moi je peux dire, et c'est ce qui explique mon étonnement, c'est que j'ai énormément de témoignages de mosquées, d'associations culturelles qui ont vécu des intrusions, des attaques de ce groupe dans le cadre de conférences, etc., où il y a eu des faits de violence, des plaintes ont été déposées et apparemment elles auraient été classées sans suite. Et là, c'est vraiment interpellant. Et là, on peut parler de laxisme, effectivement.
négativement par rapport à ce groupe ou à d'autres groupes similaires. Alors, comme vous venez de le signaler, donc le leader de ce groupe a été interpellé, donc il a été arrêté, et donc il y a une demande d'échéance de nationalité. Donc, je crois que le parquet demande à ce qu'on lui retire sa nationalité. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cet acte, qui est quand même grave, hein? On demande à retirer la nationalité à une personne belge. Tout en respectant la séparation des pouvoirs, je ne vous cache pas mon étonnement, je dirais même ma crainte. Dans le cas qui nous concerne ici, nous avons quelqu'un qui est né apparemment à Anvers, qui est un pur produit de la société anversoise, de la société belge, avec malheureusement ses pires côtés, glissement vers un radicalisme, vers une mise à l'écart de la société. Quelqu'un qui prêche, qui tient des discours de haine. Nous avons, on l'a rappelé tout à l'heure, un cadre légal qui permet de sanctionner les gens qui dépassent la ligne rouge. Et ici, dans le cas de ce garçon, on propose de lui retirer sa nationalité. Ça me rappelle quand même des procédés, ce qu'on appelait jadis les fameuses lois scélérates. Ce sont des dispositions légales qu'on prendrait sur mesure pour une partie de la population et pas applicables à tout le monde. Si vous avez un belgo-belge de souche qui a la même attitude, qui adopte le même discours, est-ce qu'on lui retirerait sa nationalité? Non. Donc moi je serais quand même prudent, parce qu'on créerait un précédent, on créerait une jurisprudence où on pourrait sanctionner demain quelqu'un qui devient virulent dans le cadre de son engagement politique. J'exagère un peu, parce que je crois qu'on n'en arriverait pas là, mais on pourrait imaginer qu'un groupe ou un courant se mette à dos le monde judiciaire et le monde politique. Et alors, donc vous êtes pour ou contre? Moi, je suis opposé à ce type de pratique. Je crois que nous avons un arsenal juridique. Donc vous êtes contre qu'on lui retire sa nationalité? Tout à fait. Moi, je suis très clair là-dessus. Ça me pose un problème. Parce qu'à la clé, il y a une demande d'extradition de la part du Maroc. Donc le royaume du Maroc qui demande son extradition pour une affaire de drogue. Donc je crois qu'il a été condamné pour une affaire de drogue à quelques années de prison. Et la Belgique n'extrade pas ses citoyens. Et donc après la déchéance, si déchéance il y a de sa nationalité, donc il y a un risque de son extradition vers le Maroc. Moi je ne vais pas me prononcer. Je crois qu'il y a aussi des politiques belges que ça leur arrange cette situation. Donc on lui retire sa nationalité, qu'on s'en débarrasse et qu'on le refoule vers le Maroc. C'est une fuite en avant. Je crois que. Pourquoi par peur à ce que la Belgique ne veut pas prendre ses responsabilités? Voilà. Nous avons d'autres extrémismes, d'autres genres, d'autres types. Je ne pense pas qu'on traite les gens de cette manière-là. Moi, je crois qu'on a un arsenal juridique. Il faut le peaufiner, il faut l'adapter à des situations, le rendre éventuellement plus dur. Mais de là à commencer à retirer des nationalités, moi, je crois qu'on créerait un précédent dangereux. On créerait une citoyenneté à deux niveaux. Et ça, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant pour qu'on n'en arrive pas à des situations qui seraient excusez-moi, antidémocratique et peu respectueuse d'une partie de la population de ce pays. Donc, affaire à suivre. Tout à fait. Dans ce contexte-là, donc il y a eu un débat qui a fait rage entre, pas spécifiquement, mais généralement entre le MR et le PS sur les questions de l'intégration. Le CDH il était un petit peu absent de ce débat-là. En tout cas, il n'a pas fait entendre sa voix comme l'a fait le MR et le PS sur la question de l'intégration après les déclarations de M. Renders. L'intégration est un échec. Je me trompe ou vous l'avez fait? Non, certains bien faire. C'était voulu par le CDH de rester à l'écart de ce débat? Absolument pas. Au CDH, nous avons une autre façon de fonctionner. Nous estimons que la population a droit à un respect, n'a pas droit à des déclarations comme ça, je ne vais pas dire à l'emporte-pièce, mais des déclarations pour faire plaisir à l'opinion publique, surtout la veille d'une échéance électorale. Vous savez, on a l'habitude, avant chaque élection, on ressort cette espèce de lapin de son chapeau, l'immigration, on l'agite, on a bien vu en France, tout le débat sur l'immigration, pour essayer d'attirer un certain électorat. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous essayons de mettre en place des politiques efficaces sur le terrain, nous essayons de mettre en place, vous savez, on parle de parcours d'intégration, moi ça me fait rire, parcours d'intégration. Et puis quand vous écoutez les intervenants sur les plateaux TV, on parle des primo-arrivants, alors que les graves problèmes que nous avons dans notre commune, je rappelle, la commune de Molenbeek, c'est un taux de chômage moyen de 27%, alors que la moyenne régionale est de 20,8%. C'est un chômage chez les jeunes de moins de 26 ans de plus de 40%. Ça doit être ça notre priorité, c'est l'accès au logement, c'est toute la problématique de la discrimination, et ça touche pas les primo-arrivants. Moi, je suis d'avis qu'on généralise les parcours d'intégration pour les primo-arrivants. Je rappelle pour ceux qui s'imaginent avoir découvert l'eau chaude ou avoir créé la roue, ça existe depuis des années dans notre commune.
Dans notre commune, nous avons des structures qui accueillent les nouveaux venus et nous leur proposons des cours de français, des cours de citoyenneté. Oui, mais ce n'est pas un parcours obligatoire. Ce n'est pas un parcours obligatoire. Ce ne sont pas des cours obligatoires. Et ça ne concerne que votre commune, alors que la Wallonie, la région Wallonne et la région bruxelloise, c'est un territoire très vaste. On ne peut pas le réduire à la commune de Molenbeek. Quand bien même il y a des initiatives intéressantes dans votre commune. Dans d'autres communes, à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, qu'on ne le généralisait, pas de problème, mais ne détournons pas l'attention de la population. Le problème majeur, c'est l'accès à l'emploi. On ne doit pas parler d'intégration, on doit parler d'intégration socio-économique. C'est ça qui doit être notre priorité. Arrêtons de détourner l'attention de l'opinion publique sur des faux problèmes. Le problème, c'est avoir un enseignement de qualité. Vous savez, on parle beaucoup maintenant de pouvoir répondre à ce boom démographique, de construire des écoles, mais j'entends aucun responsable politique parler de l'encadrement dans ces écoles. On va refaire les erreurs du passé, c'est-à-dire qu'on a dans les communes, dans les écoles de la communauté française, on a eu un déficit d'enseignants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher des gens qui venaient de différents métiers, qui n'avaient pas de formation pédagogique, qui n'avaient pas de formation théorique, et qu'on a mis dans l'enseignement pour encadrer des jeunes, et puis on avait un enseignement sur le plan qualitatif qui était défaillant, avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui, avec un taux de décrochage extrêmement important. Entre nous, alors, pour avoir une réponse directe, entre M. nous et les téléspectateurs. Bien sûr, ça va de soi. L'intégration est un échec ou une réussite pour vous? Je dirais que non. Mais non. C'est un échec. Mais non, c'est une réussite. Parlons des gens qui ont réussi, parlons de cette partie de la population silencieuse qui est majoritaire, dont on a des exemples extraordinaires. Le numéro 2 de la neurochirurgie de l'hôpital Saint-Pierre est d'origine, vous allez dire c'est des cas individuels, mais je peux vous les multiplier. Et nous avons un nombre de personnes qui ont réussi, et pas seulement sur le plan professionnel, mais même sur le plan culturel, sur le plan mais alors social. Pourquoi le MR parle de l'échec de l'intégration dans certains endroits, pour être fidèle à leurs propos? Nous avons des problèmes dans certains quartiers, et ces problèmes sont liés bien évidemment à la situation socio-économique. Pas que ça, il y a un problème aussi de déficit en matière éducationnelle. C'est vrai que les parents ont aussi une responsabilité par rapport à cette partie de la population qui pose problème. Donc vous êtes d'accord avec le MR qu'il y a des problèmes dans certains endroits, il y a des problèmes, dans certains quartiers? Non, il y a des problèmes, certes. Ce sur quoi je ne suis pas d'accord avec le MR, c'est la récupération électoraliste et le fait qu'on stigmatise une partie de la population. Là, je ne peux pas l'accepter. Qu'on vienne avec des propositions concrètes. Jusqu'à présent, j'ai entendu juste des dénonciations, on dénonce une situation. On a dit, oh, il faut que les gens s'intègrent, parcours d'intégration, et nous, on va s'engager à ce qu'il n'y ait plus de discrimination. Mais c'est risible, M. Tigini. Vous savez, en 2004, lorsque le gouvernement a été mis en place pour la première fois, lorsqu'ils ont mis en place le fameux CE2, c'est l'équivalent du plan Marshall, le chantier 10 était pour la première fois de l'histoire de la région bruxelloise, on a créé un budget spécifique pour lutter contre la discrimination à l'embauche. À l'époque, je vais rappeler quelques chiffres qui sont encore d'actualité et qui sont même aggravés. Donc ça n'a pas marché, puisqu'ils sont aggravés. Mais parce qu'on a aussi une augmentation. Malgré les politiques, malgré les initiatives anti-discrimination. Ça a marché en partie, mais il y a encore énormément à faire. Il faut rappeler quand même que nous avons été frappés de plein fouet par la crise économique et que la priorité des dirigeants de ce pays et des régions, c'était de maintenir l'économie, en état de survie et faire en sorte de pouvoir maintenir une activité économique et indirectement l'emploi. Mais cette politique, elle a été initiée en 2004 et puis on n'en parle plus beaucoup, alors que c'est une problématique qui touche ces populations de ces quartiers depuis très longtemps. J'ai l'impression qu'on découvre subitement qu'il y a des problèmes, alors que ça existe. L'immigration marocaine, parce qu'on est d'origine marocaine, remonte quand même à plus d'un demi-siècle. Je rappelle qu'en région bruxelloise, le ministre de l'Emploi est M. Benoît Serrex, ministre CDH. Heureusement. Et puis il y a aussi la ministre de l'égalité des chances, Mme Milquet, ex-présidente du CDH, actuellement vice-présidente ministre de l'Intérieur. Donc malgré le fait que vous ayez des compétences en cette matière, donc les problèmes continuent toujours à exister, discrimination à l'embauche, etc. Est-ce que vous portez une part de responsabilité ou bien vous faites ce que vous pouvez? Toutes les formations politiques ont une part historiquement, toutes les formations politiques ont une part de responsabilité. Moi, je ne stigmatise pas tel ou tel parti. Je ne dis pas que le CDH a essayé de faire ce qu'il fallait pour essayer de limiter la casse. Je crois que les chiffres que nous avons en matière, par exemple, du maintien de l'emploi sont parlants d'eux-mêmes. Heureusement que toute une série de mesures très concrètes ont été prises au niveau fédéral, les fameuses mesures win-win par la ministre de l'Emploi de l'époque, Joëlle Milquet, mais aussi toutes les politiques ont été menées au niveau régional pour limiter la casse. Mais c'est clair que nous avions quelques décennies de retard et je rappelle que successivement il y a eu des ministres libéraux, des ministres socialistes et donc il y a une situation dont on a hérité au niveau régional, au niveau fédéral, mais il faut pour ça, je pense, arrêter de
tirer la couverture de son côté, mais surtout se mettre tous ensemble pour essayer d'apporter des solutions concrètes pour faire reculer la misère humaine et entre autres ce problème d'accès à l'emploi. Toujours en rapport avec ce débat sur l'intégration, sur le radicalisme, j'ai appris que Madame Milquet, encore une fois, ministre de l'Intérieur, prépare un projet anti-organisation radicale ou extrémiste. Est-ce que vous pensez que, et on parle souvent, donc on parle de manière générale du radicalisme, mais je crois qu'on vise surtout le radicalisme religieux islamiste. On parle beaucoup de musulmans. Non, soyons clairs. Donc nous avons eu des discussions en interne par rapport à cette proposition. Il s'agit effectivement d'un texte qui va viser toutes les organisations extrémistes, qu'elles soient d'ordre idéologique, de droite, de gauche, tous les gens qui appellent à la haine de l'autre, tous les gens qui appellent au rejet de l'autre, à la violence, parce que nous avons des organisations extrémistes qui appellent à la violence physique. Mais généralement, ici dans nos médias, en tout cas ces derniers temps, à chaque fois qu'on parle de radicalisme, on vise l'islam. Ça, c'est la lecture qui est faite par certains médias, et ça, je le déplore évidemment, mais nous avons aussi chez les musulmans, nos radicaux, il ne faut pas se voiler la face. Alors justement, est-ce que vous pensez que il y a le radicalisme islamiste est en croissance dans notre pays? Moi, je vais faire très attention et je demanderai d'être très prudent parce que il peut y avoir comme ça une espèce de confusion involontaire ou volontaire, un amalgame entre des gens qui ont une certaine piété, ce qu'on appellerait dans l'Église catholique, les orthodoxes, etc., des gens qui... et puis ceux qui prêchent la haine et le rejet de l'autre, qui sont, je le rappelle, extrêmement minoritaires dans la communauté musulmane. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent par rapport à la lecture qu'on peut faire de la pratique de l'islam. Et je crois que de plus en plus... Est-ce que vous pensez que le discours radical est en augmentation, ou bien c'est un phénomène, hyperphénomène, pardon? Moi, je crois que c'est un phénomène très limité. Maintenant, ça dépend, je pense. Moi, bon, vous savez, je suis musulman pratiquant, donc je vais dans les mosquées et je peux vous dire que il y a très très longtemps que je n'ai pas entendu un prêche, à part le dernier que j'ai entendu qui m'a un peu scotché, c'est celui qui est passé sur les ondes de la RTBF, où on voit un imam donner une interprétation de l'histoire de la journée de la femme. Interprétation qui m'a bien évidemment choqué, mais sinon je peux vous garantir qu'il y a, en tout cas dans les mosquées molenbeekoises, dans leur grande majorité, une très très grande sagesse, et il y a eu probablement des dérapages à un moment donné. Je crois que toute la question est de savoir qui est-ce qu'on laisse monter sur le minbar, sur le lieu de prêche, et qui peut s'adresser comme ça à des milliers de personnes. Je crois que les responsables des mosquées deviennent de plus en plus prudents et font attention en permettant pas à tout un chacun, ce qui se faisait à l'époque. Vous aviez comme ça des imams itinérants qui arrivaient, qui pouvaient faire la bonne parole sur... Quand vous entendez certains parler de l'islam de Belgique, on veut un islam belge, un islam de Belgique, ça vous parle ce genre de formule ou... D'abord, je crois qu'il y a deux choses. Il y a l'islam proprement dit qui prend ses sources dans les livres saints, qu'est notre livre saint, qu'est le Coran. Et puis ça se décline évidemment à travers différents courants. L'islam de Belgique, si ça peut être appelé comme ça, c'est un islam qui est porté par des gens qui ont un enracinement de plus en plus profond dans ce pays. Il faut rappeler quand même que l'immigration marocaine et musulmane en général date de 40 à 50 ans. Et donc, bien évidemment, la communauté musulmane, dans ses pratiques religieuses, dans ses pratiques, je vais dire, collectives, subit l'influence du pays d'accueil. Et donc, moi, je crois qu'il faut, à un moment donné, avoir le courage de dire, oui, il faut, je vais dire, une formation qui soit faite ici en Belgique, et qui ne vienne pas de l'étranger, qu'il y ait un financement qui soit, et ça, je crois qu'il y a des dispositions légales, à travers, entre autres, ici à Bruxelles, l'ordonnance qui reconnaît les mosquées, et qui va tout doucement. Je crois qu'il faut simplement qu'on puisse, une fois pour toutes, régler le problème d'exécutif des musulmans de Belgique, tout doucement arriver à quelque chose qui pourrait s'apparenter à un islam de Belgique. Un islam apaisé. Apaisé. Et je crois que les gens qui portent l'islam ici en Belgique, ce sont des gens qui ont dans leur démarche ce besoin d'apaisement et de rapprochement avec les autres communautés. En tout cas, les gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des mosquées de Bruxelles, il y a eu une dénonciation unanime de l'action qui a été menée par Sharia for Belgium et surtout des propos inadmissibles qu'ils ont tenus à travers leurs enregistrements. Et ça, c'est une preuve quand même d'une très grande maturité de notre communauté et je crois que c'est important de souligner. Il y a certains qui ont essayé d'assimiler les Molenbeekois à ce genre de manifestation radicale.
Vous qui êtes échevin de la commune de Molenbeek, j'imagine que vous allez vous inscrire en faux par rapport à ça. Mais bien sûr, mais non, mais vous savez, on a essayé de voir un peu la presse ces derniers mois, ces dernières années, stigmatiser Molenbeek devient presque un sport national, hein. Et surtout que Molenbeek est dirigé par un personnage haut en couleur, Philippe Moreau, qui provoque des hérissements chez certains, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde médiatique. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe Moreau provocateur? Pas provocateur, mais c'est une personnalité forte. Et on aime bien se frotter à lui. Moi, je crois que c'est. Même moi, j'aime bien frotter à lui. Moi, d'ailleurs, vous êtes candidat bourgmestre pour les prochaines élections contre Moreau? Absolument pas. Je ne suis pas candidat bourgmestre. Je suis vous êtes tête de liste. Je suis candidat tête de liste. Je dis simplement que si la population décide de me faire confiance, bien entendu, j'assumerai mes responsabilités. Mais je ne suis pas dans la dernière fois, vous êtes présenté dans la liste de M. Moreau, justement. Nous étions socialiste. Nous étions dans une liste de bourgmestres qui représentait un cartel composé du CDH, CDNV, SPA et PS. Et aujourd'hui, vous voulez de vos propres ailes, écoutez, vous présentez votre propre liste, le CDH. Aujourd'hui, le CDH... vous vous sentez plus fort, plus sûr de vous maintenant? Nous avons un cheminement qui fait que nous devenons de plus en plus importants, voire extrêmement importants dans la commune de Molenbeek. Le CDH, il suffit de voir un peu les résultats des dernières échéances électorales. Une grosse partie de la population nous a fait confiance et je crois qu'il était de notre responsabilité de pouvoir assumer justement, de porter le message du Centre démocrate humaniste, qui est un message, je pense, qui est accepté et qui est un message rassembleur pour les Molenbeekois. Et je crois qu'on va leur proposer un programme, des idées et surtout des candidats de qualité. Les élections communales, c'est au mois d'octobre prochain. Le 14 octobre, tout à fait. Le 14 octobre. Je vous souhaite bonne chance. Merci. J'espère qu'on va se revoir d'ici là ou après. Et أنا سيدتي وسادتي أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني توك. Merci, Monsieur Khannous.